Est-ce que là ça vient? Oui, ça a l'air d'être bon. Mais c'est même pas le bon microphone. C'est mieux comme ça, beaucoup mieux. Bonjour. J'ai refait mon setup et visiblement j'ai pas tout vérifié. J'avais pas vérifié le micro. D'ailleurs la caméra a bougé. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous voyez beaucoup plus. Et j'ai mon retour ici et maintenant la caméra ici. Salut. Ça va être super parce que j'ai changé de d'écran où j'avais ma caméra dessus là et je peux plus mettre la caméra sur cet écran là. Parce que c'est une Logitech qui se met sur le haut de l'écran et du coup bah, je n'ai plus ça. Donc je l'ai mis sur mon autre écran qui du coup est super loin de moi, je ne peux pas vous atteindre. Regardez, voilà, je peux faire les gravy hands, j'adore. Mais du coup, voilà, je vais vous retirer aussi la window capture parce que vous n'avez pas besoin de voir ça, ça vous est en plus spoilé. Merveilleux. Comment ça va? Moi ça va bien. C'était particulier ces derniers jours. On a pas mal, enfin j'ai pas mal bossé, on a pas mal bossé, on est plusieurs, hein, pour Sid, le streamer de l'extrême droite. C'était compliqué. On vous prévient pas hein, quand même à quel point ça peut être compliqué, mais ça avance. Il y a des choses qui se préparent, ça arrive fort et ça va être incroyable. N'oubliez pas par ailleurs de vous hydrater. On va regarder des archives de l'INA, donc de l'Institut national de l'audiovisuel, il me semble. Oui, voilà, c'est bon. Je connais bien mes acronymes. Tout va bien. Tout va bien. J'ai plus l'habitude. Nu. Euh, j'ai lancé normalement, je vais vérifier les sous-titres. Est-ce que les sous-titres... Oh, les sous-titres sont là. Incroyable. Merveilleux. Voilà. Ok, tout va bien. Donc voilà. Mais du coup, j'ai changé pas mal mon setup. Et notamment, je me suis battue avec ma lampe parce que j'ai une ring light qui n'est pas du tout stable, mais genre elle est moins stable que moi. Donc j'ai failli la balancer par la fenêtre d'ailleurs. Voilà, voilà. Mais finalement tout va bien. Elle est toujours là, elle m'éclaire toujours le visage et le setup est prêt. Donc là, il a l'air quand même de bien fonctionner. Vous voyez du coup un peu plus de ma chambre derrière. Voilà, ça aussi c'est pas mal. Ben là d'ailleurs j'ai le bon retour donc c'est bon. Pas de modo aujourd'hui donc je vais modérer moi-même à la mano. Je vais peut-être aussi commencer à bien upgrade le setup, mine de rien. J'ai pas mal streamé ces dernières semaines et c'est vrai que en plus avec Sid ça a quand même insufflé un vent de c'est vachement bien le stream en fait et j'aime bien faire ça et j'ai envie d'améliorer le setup pour que vous ayez de plus belles choses. La caméra je pense que ça va rester la même pendant un moment mais le micro notamment je vais essayer de l'upgrade sachant que j'ai techniquement un micro, je sais pas si c'est bon. J'ai techniquement un micro, il rentre, voilà, il rentre. Mais j'avoue que j'arrive jamais à le faire fonctionner. Pourtant, ce serait vachement mieux niveau son parce que je sais que le son n'est pas le meilleur sur le stream. Donc, je vais voir pour upgrader ça. Le problème, c'est qu'il me faudrait plus de sorties USB, enfin de port USB sur mon ordinateur. C'est un ordinateur portable et j'ai déjà un hub USB avec 4 prises USB. Donc voilà, il me faut un nouveau hub USB. Et, j'espère que ça va suffire parce que j'aimerais aussi avoir un Stream Deck et ça va commencer à faire beaucoup.
Mais c'est pas grave. Ça va finir par fonctionner. J'ai changé d'écran. C'est un écran qui est plus grand et qui a qui a le même format que mon écran d'ordinateur. Alors, il est plus grand, mais c'est le même format. Et du coup, c'est cool aussi à ce niveau-là. C'est un peu plus sympa pour mes yeux. Est-ce que tout va bien sur le serveur? Oui. Voilà, voilà. Vous pouvez aussi évidemment demander la pétition, demander le corpus d'initiation d'urgence à la politique, qui devrait bientôt être fini. Il y a eu quelques complications parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement en si peu de temps, l'ambition qu'on avait n'est peut-être pas réalisable avec la qualité qu'on voulait. Donc on travaille là-dessus mais voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. On travaille là-dessus. Il y a d'autres choses qui vont arriver. On va faire en sorte que ça se passe bien. Et puis on va essayer de pousser déjà jusqu'au 30 juin pour le premier vote, enfin le premier tour de vote des législatives. Et puis après, si on peut continuer pour jusqu'au 7 juillet, j'espère que ça va être le cas et qu'on va pas finir tous en burn-out. Voilà. On va essayer de garder courage, garder la bonne humeur et puis continuer ce qu'on fait de mieux. Qu'est-ce que j'ai soif. Pour le React aux archives de l'INA, donc c'est des vidéos qui sont assez courtes, donc il y en a pas mal qui vont être prévues un peu. Ceci dit, je tiens à préciser que c'est des extraits choisis par Aiden, donc qui est un streamer qui a cofondé Seed avec moi, avec aussi Xaili et Colly. Donc cette sélection, alors il y avait plusieurs sélections, j'ai choisi les sélections qui traitent particulièrement de la gauche parce que j'ai envie de voir des trucs un peu plus positifs et en alignement avec mes idées, ce qui est le cas de la gauche en général. On va commencer doucement avec les artistes de gauche, donc on va commencer par l'art militant et tout ça. Et puis après, on va aller vers l'histoire de la gauche populaire, puis vers l'histoire de la gauche politique. On va voir si on fait tout. Je pense que je vais pas faire beaucoup plus d'1h30 de stream parce qu'on se retrouve ce soir vers 21h. J'espère que je serai là à 21h, mais il y a moyen que ça prenne un petit peu plus de temps et que je sois un petit peu en retard. C'est pas grave, vous pourrez de toute façon aller voir sur les chaînes de The Pirate Queen, Sombwitch, Reglia, ou Regli, j'avoue que je n'ai pas demandé comment son pseudo se prononçait, ou la chaîne de Le Trooper pour regarder les premières parties de Lethal Company avant que j'arrive si jamais je suis en retard. Voilà, voilà. Je vais passer aussi directement sur, euh, sur le screen share. Normalement, il fonctionne bien. Incroyable, il fonctionne bien, parfait. J'avoue que l'angle me fait quand même vachement bizarre. Genre je trouve l'angle bizarre, ouais. Vous voyez vachement ma chambre quand même avec cet angle-là. Ouais, je juge mon propre angle de caméra. D'ailleurs, la pétition, on est à 1716 signatures, c'est incroyable. Hier matin, j'avais vu qu'on était à moins, je crois, 1300 signatures. Donc 400 signatures en un peu plus de 24 heures, c'est pas mal, c'est beau. Donc voilà. Et on va pouvoir commencer quand j'aurai bien mis mon setup. Je termine ça, je suis à vous dans 2 secondes. Hop là. Et j'espère toujours que vous allez bien. J'ai le bon retour, je vais pouvoir lancer. Je vais vérifier aussi que vous ayez le son en fait. Oui, parce que oui, là il est coupé. Voilà, je remets le son. Normalement là vous pourrez l'avoir. Ils s'appellent les Berruriers Noirs, c'est dit-on le groupe le plus célèbre. Il n'y a pas des sous-titres? Non. Ils mettent pas de sous-titres sur le site de l'INA? Bon, ça c'est le texte qui va avec, mais
Mais je suis même pas sûre que ce soit la transcription. Ouais, non, ça a pas l'air de la transcription. Bon. Je suis désolée, du coup, j'aurais dû vérifier ça avant. Effectivement, il n'y a pas de sous-titres. Désolée. J'avoue que je ne sais pas trop comment faire. J'ai l'habitude de regarder là comme s'il y avait la caméra, mais non, vous êtes là. Ça va revenir, ça va revenir en pratiquant. Donc, Des circuits marginaux, autrefois punk, toujours très engagés, ils seront demain soir au Zénith, un concert exceptionnel qu'ils ont accepté une fois assuré seulement que les places n'excéderaient pas le prix de 50 francs. Reportage Agnès Poirier. T'as éteint le chauffage? C'est la maison du bonheur. C'est dimanche, les Berruriers Noirs partent en promenade. On les savait rebelles, incontrôlables et chaotiques. On les découvre gourmands. Ça, c'est nos amis. Alors, je tiens à dire que ici, il y a le meilleur pain de son du quartier. Salut à toi, oh mon frère. Salut à toi, peuple khmer. Salut à toi, l'Algérien. Salut à toi, le Tunisien. Salut à toi, Bangladesh. j'espère que je vais Tout a pas être commencé strike par un pour ça. concert d'adieu. Un groupe de la banlieue parisienne, les Berruriers, donne en 83 un dernier concert avant de se séparer. En signe de deuil, se sont appelés les Berruriers Noirs. 5 ans après, ils sont plus vivants que jamais. C'est à moitié un flic, c'est à moitié un beauf, et puis. C'est pas à moitié, c'est complètement assez. Ils se lavent pas. C'est vraiment la France, quoi. Tu vois? Berrurier. Et puis le noir, c'est les choses qu'on nous cache, c'est la mafia, c'est la nuit, c'est les sous-tables, c'est les mains qu'on graisse, c'est les prisons, c'est les hôpitaux. Voilà. Les hôpitaux. Et nous, un peu, on gratte un peu le noir, justement. Et on voit des choses et on en parle. Plus qu'un groupe, c'est une tribu. Exigeants, ils ont créé leur propre label, Bandage, pour ne dépendre ni Je m'attendais pas à cette présentation comme ça. Mais du coup, Berrurier Noir, groupe que je connais bien. Je connais pas sur le bout des doigts non plus, mais je connais bien les Berruriers Noirs étant donné que ma mère a écouté toute mon enfance et que j'écoute à mon tour maintenant. Donc groupe de punk français, de toute façon je crois que c'est ce qu'il disait là en bas. Donc le groupe punk Berrurier Noir. Et ils ont fait un don exceptionnel à la BNF, donc Bibliothèque nationale de France. J'allais encore regarder là la caméra, c'est terrible. Vente de cartons regorgeant de trésors, manuscrits musicaux, costumes de scène, partitions, carnets de notes, maquettes et dessins originaux des pochettes d'albums ou d'affiches. Costumes de scène, il l'avait déjà dit, d'accord, ça se répète. Ou enregistrement sonore, sans oublier les photographies. Une manne couvrant une période allant de 1977 à 2020, c'est énorme. En même temps, 22 cartons, c'est vrai que voilà. Vendredi 11 mars, lors d'un colloque ouvert au public, l'institution parisienne va détailler cette donation faite au département musique de la Bibliothèque nationale de France. Ok. Je savais même pas, j'étais même pas au courant de ça. Vous avez vu ce que j'ai fait? Mon Dieu. Donc j'étais même pas au courant de ça. Et c'est franchement cool. Moi qui adore les archives, voilà, je suis content. des maisons de disques ni des hit parades. Comment veux-tu faire quelque chose qui soit sincère quand tu as un directeur de chaîne ou tu as un directeur de boîte de disques, tu vois, qui te dit petit père, ton truc c'est bien, mais en ce moment, tu vois, la mode c'est un peu le rap, alors fais-moi un truc un peu plus hard. Ben, tu vois? Non. Aucun doute, Berrurier Noir est un groupe engagé, indigné, précise-t-il. On est un groupe du genre humain et on voudrait faire passer quelque chose d'humain, quoi. C'est-à-dire casser les ghettos un peu, faire le contraire de ce que fait le pouvoir et l'argent dans ce monde. C'est-à-dire casser les ghettos et ouvrir des portes à la création, quoi. Voilà. Et Et ça, on c'est casse important. le Zénith à 50 francs.
Les Berruriers Noirs jouent demain soir au Zénith, mais ils cassent les prix. Un pari. Tout le monde a pris des risques, l'organisateur du concert leur ressemble, et il a tout juste 22 ans. C'est le milieu. Oups. 22 ans, c'est super jeune pour gérer autant. J'adore l'affiche des Berruriers Noirs derrière, par contre. Mais, euh, mais ouais, c'est très beau, je trouve, de casser les prix et tout ça pour un concert parce que bah, là, c'est 1988, donc on est quand même une paire d'années plus tard, 35 ans, 34, 35, 6. Je sais compter. 36 ans, ouais. On est quand même 36 ans plus tard et les prix des concerts, il y a des fois, c'est genre vraiment aberrant. Pas des fois, souvent. Souvent, c'est vraiment aberrant. Ouais, mais enfin, de toute façon, le prix de tout est aberrant par rapport à 1988, je pense. Mais bon, Indépendant, le but c'est de faire des concerts à un prix de place raisonnable parce qu'on n'a pas besoin de faire des entrées de concert à 120 francs, on couvre largement, on couvre les frais à 50 francs, c'est sûr les artistes et les producteurs comme que nous sommes, quoi, on gagne moins d'argent, ceci dit c'est tout à fait viable, donc on travaille dans un autre état d'esprit. Qui a pu justement, Sans campagne de presse, sans publicité et sans se prendre au sérieux, les Berruriers Noirs ont vendu près de 200 000 disques en France. Une seule explication, la sincérité paye. pardon, mais la fin. L'affiche en mode clown, c'est eux en fait. Enfin, c'est vraiment leur énergie. J'adore. Mais du coup, voilà, groupe de punk que j'apprécie beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'en plus, voilà, si vous regardez vos points de chaîne, vous pouvez redeem un morceau des Berruriers Noirs qui est le début d'un concert de Porsche, enfin d'un concert où ils chantaient leurs chansons, dont Porcherie. Et il commence en disant: de toute façon, on s'en fout, la jeunesse emmerde le Front National. Et c'est vrai, la jeunesse emmerde le Front National. Je suis totalement d'accord avec ça. Et le stream emmerde aussi l'extrême droite. Voilà, voilà. Alors on a ensuite Daniel Dark, le garçon qui se cherchait. Je ne connais pas. Inspiré par la culture punk, précurseur de la new wave, à la française avec son groupe Taxi Girls dans les années 80, il nous a laissé une pop acide et mélancolique à savourer sans modération. Retour sur son parcours inspiré mais tumultueux. Donc là on est à 2 minutes 38 de vidéo et c'est pour les 10 ans du décès de Daniel Dark. J'ai envie d'éternuer. Je vais essayer de pas vous éternuer dans les oreilles, je suis sympa quand même. Daniel Dark est mort comme il avait vécu, dans un tourbillon de drogue, d'alcool et de médicaments, inséparable à son image d'artiste maudit. Né à Paris le 20 mai 1959, Daniel Rozoum, alias Daniel Dark, fut la voix de Taxi Girl. Ses premières armes musicales, il les fit dans le monde du punk, dont le slogan était No Future. Cela collait parfaitement à son image nihiliste qu'il cultivait à l'envie. Adepte de l'autodestruction, il pensait qu'il ne dépasserait pas ses 20 ans. Je pense que c'est censé être ça. Il y a des petites fautes, c'est dommage. Ok, j'avoue que je connais pas Taxi Girl. Peut-être que ça va me donner une nouvelle passion musicale. On va regarder ça.
fait. Voilà, je vous le coupe, je suis désolée, mais du coup je connais. 1981 d'ailleurs. Non, j'aime bien le piano par contre. Genre vraiment. Après j'ai des goûts particuliers en musique. C'est éclectique chez moi. Mais du coup, il est mort à quel âge? Et donc il est mort en 2013 et il est né en 1959. Ah oui. Alors attendez, j'essaie de compter. 54 ans? C'est jeune quand même. Ah oui. Ceci dit, s'il pensait ne pas dépasser les 20 ans et qu'il est mort à 54 ans, il a déjà vécu plus que ce qu'il ne pensait, c'est déjà pas mal. On va pas écouter la chanson en entier. Je pense qu'on va passer rapidement à Orson Welles, que je ne connais pas. Voilà. J'avoue que je m'y connais pas beaucoup en cinéma. Je connais de nom évidemment Orson Welles. Pour le coup, ne vous en faites pas. Mais j'avoue qu'autrement, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne saurais pas vous dire un film qu'il a fait comme ça, de vous le sortir. C'est compliqué. Monstre sacré du cinéma américain, Orson Welles nous quittait le 10 octobre 1985 à l'âge de 70 ans. En 1982, il racontait à une tablée de critiques français son expérience avortée de la politique. Un regret pour le réalisateur de Citizen Kane. On a déjà au moins un nom de film qu'il a réalisé. D'autant plus que le poste de sénateur du Wisconsin auquel il avait pensé candidater sera finalement remporté par Joseph McCarthy, un homme redoutable qui se révélera l'ennemi de la liberté que l'on connaît, et plus particulièrement des cinéastes et scénaristes de gauche d'Hollywood accusés par lui d'être des traîtres à l'Amérique. Suite à cette anecdote, Orson Welles évoquait la fascination qu'exerçait le 7e art sur les dirigeants du monde entier, notant qu'ils étaient tous sans exception fans de cinéma. L'un d'eux, un dictateur, avait même été réalisateur. Ok, la présentation est plutôt courte. On a par contre 10 minutes de vidéo. Bim. Je viens d'apprendre des choses sur le cinéma, je crois. Avez-vous jamais eu l'intention d'entrer dans la politique? Ah, on a juste Yes. enregistré, en fait. And the answer is yes. And Mr. Roosevelt was the first one who wanted me very much to be in politics. And the best chance that I had of the many chances was to run in Wisconsin as a senator. We made a study of the power of the dairy farmers, who were extremely reactionary. And it was clear that I could not win. And I am a gauchiste. Now, I was cowardly. Absolument. But I had certain reasons to be cowardly. First of all, I had been divorced. And there had never been a divorced president. Governor, you mean? What? Governor. President. You don't think I was going to become a senator without the idea of becoming a president? J'aime bien les mots français lâchés comme ça, c'est genre I am a gauchiste. J'adore. I am a gauchiste too. Same Orson Welles. And secondly, I thought that no actor could ever become president. That was a terrible mistake. Now the sad, extremely sad end to this story is the fact that the man who did run and won was Joseph McCarthy. So that if I had run and if I had won, McCarthyism would never have existed. Ça, c'est une phrase quand même, hein. Si j'avais été en lice et si j'avais été élu, le McCarthyisme,
Je vous jure que je sais parler. Je vous le jure. Le macartisme n'aurait pas existé. Pas mal quand même comme phrase. So I carry on my shoulders a big burden of conscience. And don't forget that not only is our president an actor, but his wife was also an actress. And when Warren Beatty went with Diane Keaton to the White House to show Reds, he told me that they sat, the four of them, looking at it. And he thought to himself, here we are, four actors looking at a movie. You know? Really, chiefs of state are mad movie fans. Left and right, I don't know of an exception to it. They're all movie fans. I even knew a chief of state who was a filmmaker. And I will defy you to guess who it was. Franco. Somebody guess? Franco, she knew. That's right. He was making films? He made films, animated cartoons. He was drawing them? Yes. Franco. Franco. Franco faisait des films d'animation. Alors attends. Cette information, quand on m'a dit dictateur, j'avoue que je pensais pas à lui. Et j'avoue que je pensais pas spécifiquement des films d'animation. C'est pas Dessin animé. The Generalissimo. Yes. C'est drôle, hein? I saw one. Was it funny? No. But he made it. Ok, j'adore. Alors ouais, par contre, je veux juste... Hop. Merci. J'adore sa réponse. Mais ok, Franco a fait des films d'animation. C'est tout ce que je vais retenir. Je suis désolée, Orson Welles. C'est tout ce que je vais retenir de ton intervention. Merci beaucoup. Je vais peut-être enlever d'ailleurs ce qu'on a déjà vu. D'ailleurs, ça s'est mis à jour en 2020, mais c'était publié en 2010. Nice. Et du coup, ouais, j'ai jamais regardé le film de Orson Welles, donc je ne connais pas vraiment non plus la façon dont il fait ses films et tout ça. C'est très obscur pour moi. Voilà. Je vais juste regarder une petite notification sur Seed pour vérifier que tout va bien. Ok, tout va bien. Todo bien. Et on va pouvoir passer à Costa Gavras, pardon. 50 ans d'engagement. Adults in the Room, le dernier film du cinéaste grec, sort en salle, prenant pour cadre la Grèce en crise de 2015. Le réalisateur renoue avec le thriller politique dépeignant son pays natal. En 1969, avec son film Z, il dénonçait le régime qui avait amené au pouvoir les colonels. Wouh! La joie. On va s'éclater. Donc ça c'est ce qu'on vient de lire. J'avoue que je ne connais pas Costa Gavras. Enfin de nom encore une fois. Pareil, j'ai pas vu un seul de ses films. Il naît, alors Constantin Gavras naît en 1933. Il passe son enfance et son adolescence à Athènes. Son père est un grec de Russie originaire d'Odessa qui quitte cette ville soviétique en 1922 avec l'intention d'émigrer aux États-Unis. Pourtant, il s'arrête en Grèce où il occupe un poste de fonctionnaire dans un ministère. Comme beaucoup de ses compatriotes, il prend part à la résistance contre les nazis, il est sympathisant de gauche, n'adhère pas aux thèses communistes. Son engagement est dicté par des considérations patriotiques et non idéologiques. La résistance, principalement menée par le Parti communiste en clandestinité, regroupe donc des hommes de toutes origines et d'horizons politiques différents. Wouh! Le background est là. De toute façon, en général, quand ils ont passé la Seconde Guerre mondiale, c'est comme, je crois, Christopher Lee, qui a aussi un beau background au niveau par rapport à la Seconde Guerre.
À la fin de la guerre, la Grande-Bretagne obtient les coups d'Épernon-Franche pour empêcher que la Grèce ne bascule dans le camp communiste. La plupart de ceux qui s'étaient battus contre les Allemands sont paradoxalement considérés comme des indésirables par le gouvernement libéral et royaliste, appuyé par les Anglais. C'est toujours les Anglais, je savais même pas que même en Grèce, ils avaient fait des ingérences comme ça. Mon Dieu, c'est le cas du père de Costa Gavras, discrédité pour ses idées anti-royalistes. Alors que c'est logique d'être anti-royaliste. Pardon. Et ses positions rejaillissent sur son fils. Costa Gavras ne peut pour ces raisons politiques ni s'inscrire à l'université d'Athènes ni immigrer aux États-Unis, qui prennent le relais des Britanniques dans leur chasse aux communistes. Oh, the Red Scare, la peur rouge. Et à l'opposition de gauche en général. C'était vraiment, je trouve, une idée de merde de se dire ok, on a vaincu les nazis avec la gauche, qu'est-ce qu'on fait? On vire la gauche. C'est logique dans le cadre, on veut régner tout seul, mais wesh. Du coup, j'étais où? Ce qu'il souhaitait faire en raison de son attrait pour la culture américaine. Il décide alors d'aller à Paris et s'inscrit en littérature à la Sorbonne. Il veut écrire et raconter des histoires. 2 ans après, en 1954, il décide donc de faire du cinéma et s'inscrit à l'IDEC, aujourd'hui la FEMIS. Il apprend son métier en tant qu'assistant réalisateur auprès de grands cinéastes de la qualité française, René Clair, René Clément, Jean Giono, Henri Verneuil, mais aussi de la nouvelle vague comme Jacques Demy. J'en connais la plupart de noms, même pas la plupart. Giono, Verneuil et Demy, je connais. René Clair et René Clément, je ne connais pas de nom. Et je crois ne pas avoir vu de film d'eux. Voilà. J'ai vraiment zéro culture cinématographique, c'est terrible. Il appréciera plus particulièrement le cinéma et l'expérience de travail avec René Clément, le réalisateur de Plein Soleil et Jeux Interdits. Wait! Non, Jeux Interdits, j'ai pas vu. Ok, ça va. Enfin, ça va. Non, j'ai pas de culture cinématographique, mais genre, j'ai ma mémoire qui marche toujours un peu. Mais je connais de noms Jeux Interdits. Avec la musique. Je fais de la guitare, ça va de pair, ça avec. Donc avec qui il collabore sur Les Félins en 1963. Il réalise ses 2 premiers films, Compartiment tueur et Homme de trop, respectivement en 1965 et 1967. Compartiment tueur, réalisé à l'aide de ses amis Yves Montand et Simone Signoret, je les connais, ça va, je connais les noms, est un succès. Sa carrière démarre sur les chapeaux de roue. Mon Dieu, il y a beaucoup de... Ah, il y a 2 vidéos. On va pas regarder la vidéo là parce que ça parle spécifiquement du film. On regardera ça. C'est un extrait du film. On verra après. On se posera des questions après. En mars 1967, un mois avant le coup d'État en Grèce, il effectue un court séjour à Athènes où son frère lui conseille le roman de Vassilis Vassilikos, Z, écrit en 1966 et racontant fidèlement les événements autour de l'assassinat du député grec de gauche Grégoris Lambrakis en 1963 par des hauts gradés militaires liés au pouvoir. On comprend alors pourquoi ce livre le fascine. Il met une intrigante enquête politico-judiciaire au contexte culturel de son pays d'origine. Et c'est une histoire qui renvoie aux éléments internationaux de la fin des années 1960. Mon Dieu, la fin des années 1960, internationalement, c'est la merde. Surtout, cette histoire d'assassinat politique lui permet d'évoquer ce contexte si particulier et tragique des assassinats politiques qui ont ensanglanté les années 1960. Les 2 frères Kennedy, Martin Luther King, Patrice Lumumba. Ils décident donc de gommer les références explicites à la Grèce pour porter un propos plus universel. Ils s'entourent d'un casting d'exception. Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Jacques Perrin, Irène Papas, Renato Salvatori, Pierre Dux. Le succès est immense dans de nombreux pays européens, mais aussi aux États-Unis, au Mexique. En France, il lance la mode du film politique, bravo, et entraîne lors de sa diffusion des débats passionnés. Ah oui, d'accord, donc c'est ça la vidéo d'en dessous. Peut-être que l'on va regarder les débats du coup, ça me donne bien envie. Ces débats passionnés, je veux voir. Gaucho contre droite. Donc voilà, il vient de raconter, il vient de parler de grec ancien. Je suis content. C'est ce que j'ai étudié à la fac. J'ai un doc en lettres classiques. Dit donc ça
je suppose donner de zoo, les animaux. Et j'ai pas grand chose d'autre à dire parce que la vie, ça a donné, c'est une autre racine, c'est bios. Et bios, c'est la violence. Donc c'est proche, c'est très. J'ai eu quelques grands acteurs à manier, Yves Montand par exemple. Yves Montand, Jean-Louis Trintignant, Irène Papas, Jacques Perrin, François Perrier, Charles Denner, Pierre Dux, Julien Guillaumard, Marcel Bozzuffi, j'en oublie qui j'oublie encore. Magali Noël, Georges Renato Salvatori. Il y en a beaucoup dans le film. Oui. Donc Ouais, il y c'est en a un film beaucoup, qui a là. été fait de C'est un toute gros l'heure avec de casting. grands moyens. Je crois que vous l'avez fait en Afrique du Nord. En partie à Paris. Jacques Perrin, vous jouez le rôle d'un journaliste. Oui. Ça vous est arrivé souvent de jouer un tel rôle? De jouer, non, de ce genre de personnes, surtout, enfin, ce film, enfin, il n'y a pas de genre de film, mais de films qui ont une conscience comme celui-là, non, je ne crois pas. Puis d'autant plus, c'est que, comme vous disiez Costa Gavras, c'est que tous les événements qui sont dans le film sont des événements qui sont absolument historiques, qui ont eu lieu. Donc, pour tout comédien qui s'intéresse à un personnage qui a existé, automatiquement, il y a un travail qui est beaucoup plus assidu, qui est beaucoup plus fort que si c'était simplement un personnage de fiction. Et dans ce film, particulièrement dans Z, le poids que peut avoir le journaliste et aussi bien le juge d'instruction que joue Jean-Louis Trintignant sont déterminants pour toute cette révélation de la vérité. Dans le fond, Trintignant et vous faites une espèce de tandem pour découvrir Non, la pas vérité. pas du tout. Disons Chacun que, de son côté. Oui, on a une action parallèle, oui, c'est ça. C'est plutôt une action parallèle, oui. Ça, pour une fois dans le film, ça n'est plus la police qui mène l'enquête, ce sont les civils. Et ces civils sont Trintignant et Jacques Perrin. Je voudrais vous poser une dernière question. Est-ce que ce film est autorisé en Grèce? Oh non, ça m'étonnerait. Je ne crois pas, non. La dernière question qui tue. C'est vachement intéressant par contre ce qu'il a dit. Alors je sais, c'est Jacques Perrin du coup. Merci d'avoir mis son nom dans le titre parce que je ne l'aurais pas retenu. Je ne l'ai pas retenu d'ailleurs. C'est vachement intéressant ce qu'il dit Jacques Perrin sur le personnage historique versus le personnage fictionnel quand on joue. Je pense pas que ce soit un travail forcément plus intense quand tu joues un personnage historique, pardon. Je pense que c'est juste des travails différents où c'est tous les deux un travail de recherche, mais je viens de me rendre compte que ma fenêtre est un peu décalée. Attendez ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ok, c'est bon. Je pense que c'est tous les deux un travail de recherche pour les deux types de rôles, mais que c'est de la recherche historique pour le personnage historique, alors que pour le personnage de fiction, pardon, ça va être une recherche plus... comment dire? Plus interne, on va dire, parce que faut monter son personnage, faut lui trouver des raisons, faut justifier son comportement, faut trouver son comportement aussi au final, parce que quand on nous donne un texte, on ne donne jamais rien qu'un texte avec des didascalies, et après on joue avec ce texte, et on joue dans tous les sens du terme. C'est-à-dire qu'on joue comme au cinéma ou au théâtre, mais aussi on joue avec les mots, on peut changer quelques trucs en général pour s'approprier le personnage. Je suis désolée, je tape dans mon bureau, faut que j'arrête. J'essaie d'être face à vous, c'est plus compliqué que quand vous étiez là. Donc voilà, je ne suis plus sur la bonne scène. Oups, enfin pas la bonne scène, mais la bonne. Mais y a rien qui va, attendez. Elle est toujours pas bien mise en fait. Mais ça s'est complètement décalé. D'accord, what the fuck. Je comprends pas, mais ok. Du coup, je vais vous l'agrandir, désolé. Ah, je crois savoir où est le problème. Je l'ai étiré sans le vouloir. Et c'est peut-être ça. C'est peut-être ça.
Je regarderai plus tard pour essayer de... On peut pas réinitialiser la position. C'est pas possible. Je sens que je vais faire... Attends, réinitialiser la transformation. Alors, il y a toujours un souci ici et là-haut. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai réinitialisé la transformation. C'est un peu mieux. Voilà, désolé, j'avais bidouillé et j'ai mal bidouillé. My bad. Et je sais pas pourquoi c'est décalé comme ça. Bon, tant pis. Bah, du coup, voilà, je vais m'arrêter là. On va aller regarder le débat en dessous. Tenez-vous prêts, le plus glamour des concours revient pour une nouvelle saison. Oui. On va profiter. Préparez-vous pour le départ et que la meilleure drag queen gagne. Drag Race France saison 3 sur la plateforme France.tv. Voilà. Bien, je voudrais poser une question au scénariste de Z, à Sam Proulx. Ce film a eu un immense succès. C'est un film très spectaculaire qui a fait avancer des causes politiques auxquelles vous croyez. Est-ce que vous avez mauvaise conscience de ce succès? Est-ce que vous avez un remords? Absolument pas. Est-ce que vous pensez avoir pactisé avec l'industrie du spectacle? Précisons, François-Régis Bastide. Il a eu un immense succès, et on en parle maintenant à travers ce succès. Mais il a commencé par être un film maudit, ou plutôt un scénario maudit. Bien sûr. C'est un scénario qu'on a mis 1 an à pouvoir tourner, et c'est devenu une entreprise de copains, finalement. C'est à cause de ça que ça s'est tourné, avec l'aide de Perrin, surtout décisive, le fait que des acteurs aussi importants que Trintignant et Montand aient accepté des conditions absolument pas normales pour tourner ce film. Donc, un collectif clandestin. Un collectif, pas clandestin, un collectif avec des vedettes, mais un collectif. C'est d'abord un film de copains, d'abord. Ensuite, il s'est produit un phénomène qui n'était pas prévu quand nous avons écrit le scénario. Le scénario est écrit au mois d'octobre 67, alors que personne ne voulait financer ce scénario, grâce à une maison de campagne que des amis nous ont prêtée, à Costa et à moi. Voilà comment est écrit ce scénario, qui est un grand succès. Là-dessus, après avoir été écrit, le scénario a été refusé partout. Et Jacques Perrin, acteur et producteur, a réussi à monter l'affaire. Mais entre l'écriture du scénario et la sortie du film, il s'est produit un événement qui s'appelle Mai 68, qui a prouvé aux distributeurs qu'il y avait un public réel, potentiel pour ce genre de cinéma. Alors là, il y a une série de circonstances précises. Bon, maintenant, on parle de l'énorme succès. Et on en fait presque, vous dites mauvaise conscience, presque. Là, j'ai une phrase que je voudrais citer, parce que c'est une phrase très importante, d'un livre très intelligent, parfaitement subtil et sophistiqué sur le cinéma et politique de Christian Zimmer, qui dit, et je crois que là nous sommes dans le vif du sujet, je voudrais qu'on en parle justement avec Carmis, parce que les films qu'il a fait d'une façon différente recoupent le même problème par l'autre porte. Je trouve ça quand même vachement intéressant qu'ils remettent du coup bien en contexte avec mai 68 et tout ça, parce que bon, c'est vrai qu'à la fin des années 60, effectivement c'est un gros truc, un gros morceau. Que ce soit en France comme ailleurs dans le monde d'ailleurs. Et donc là, ouais, on est en 1976 d'ailleurs. Il dit... Christian Zimmer, qui est journaliste au Monde. Et qui a fait donc ce livre Cinéma et politique chez Segers. Il dit, en s'adressant à ceux qui croient que le succès est nécessaire pour faire parler un message, disons, pour employer un mot un peu banal, ou une signification, mais qui est pratique, il dit... C'est là croire ou feindre de croire que le succès est innocent. Oubliez que l'idée même du succès, d'efficacité, appartient à l'idéologie officielle. Le succès légitime, donc, dépolitise. Le film politique ne peut être qu'illégal. C'est-à-dire qu'il a d'abord le devoir de refuser cette notion de réussite qui est le premier pas vers la récupération. Moi, je suis complètement contre cette phrase. D'abord, parce que si on attribue, si on étend la signification de cette phrase... Qui est pour cette phrase? Attends, le film politique ne peut être qu'illégal. Illégal, et ne peut pas avoir du public. Parce que s'il a du public, c'est déjà un film suspect et récupéré. Bon, alors je vous dis, moi, je préfère être récupéré avec Z que non récupéré. Ouais, bien sûr, absolument. J'ai pas tout compris à la fin, mais je suis en train de penser que
J'ai des choses là à côté de moi, alors attendez. J'ai une trousse, déjà. Carte postale, mais j'ai aussi un livre. Mai 68 de Laurent Geoffrin, Histoire des événements, que j'avais commencé à lire il y a quelques années, que je n'ai toujours pas fini. Mais il me semble que... Alors attendez, oui bon ça parle beaucoup de Daniel Cohn-Bendit par contre forcément, hein, c'est mai 68. Je suis en train de chercher un peu. Hein. J'arrive. Parce qu'il me semble que c'est dans ce livre-là que l'auteur parle de l'impact de la musique américaine sur les jeunes qui auraient ouvert la voie à mai 68, ou en tout cas renforcé cette voie. J'ai pas l'impression. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas lu le début. C'est peut-être dans les premiers chapitres du coup. Ah, déjà, il fait commencer son livre le 3 mai. Bon. Alors que voilà, il y a le mouvement du 22 mars. Je pense que le commencer au 22 mars ou encore un peu avant, c'est plus logique, mais bref. Ouais, non, j'ai pas l'impression. Je vais pas retrouver, ça fait trop longtemps. Ça fait genre depuis le collège. Hein. Quand je vous dis quelques années, ça fait genre bientôt 10 ans. Tout Jésus. Peut-être pas 10 ans. 8, ça doit faire 8 ans. Ça fait 8 ans que je lis ce livre, je l'ai toujours pas fini, mon dieu, mais il faut que je finisse mes livres. J'ai trop de livres pas finis et j'ai mon micro qui fait nimp. Ouais, j'ai trop de livres pas finis. Mais du coup, ouais, j'ai pas tout compris à la fin, mais je pense qu'il manquait un bout encore, mais ça devait être un beaucoup plus long extrait sur cette question de un film politique est un film interdit. Je crois que c'est ça la phrase. Et si votre brossage pouvait être 20 non, fois... Flemme des pubs. Et du coup, on va aller sur Ken Follett. Ken Follett. J'avoue que je ne le connais pas non plus, alors que bon, je m'y connais un peu plus en livre. Pour rien au monde, le nouveau roman de Ken Follett est sorti en librairie le 10 novembre 2021. En 2014, l'auteur gallois au succès planétaire confie au micro de France Inter sa passion pour l'histoire, mais aussi pour Shakespeare et James Bond, et révélait sa fibre musicale. Donc c'est des fictions historiques. Ok. Je suppose que c'est lui. Mon jeu. Il y a de quoi lire. Hein. Ken Follett est né le 5 juin 1949 à Cardiff, au Pays de Galles. C'est dans le journalisme qu'il débute sa carrière, mais très vite ses talents de conteur l'amènent à écrire des livres d'espionnage dès 1978. Il raconte le succès éditorial avec L'arme à l'œil, traduit en français en 1980. Une langue que l'auteur maîtrise bien que prononcée avec un fort accent britannique. Plaisir du lecteur. Son credo d'écrivain, il le récite avec cette définition qui montre à quel point il tient à se concentrer sur le plaisir du lecteur, sur le déroulement de l'action, plutôt que sur un style littéraire qu'il ne prétend pas posséder. Au cours d'un entretien en 2014, pour l'émission Pop Fiction sur France Inter, Ken Follett explique s'attacher avant tout à ce que le lecteur s'inquiète, qu'il ait peur, qu'il pleure peut-être même un petit peu, que son cœur batte. Je suis extrêmement d'accord avec ça. Je dis toujours que de toute façon, le divertissement, c'est pas faire rire les gens, c'est leur faire sentir des émotions. N'importe quelle émotion. D'une façon un peu saine, dans le sens où ça va... alors, ça peut pas forcément toujours être sain selon la manière dont c'est consommé, mais qu'en tout cas, ce soit amené de façon saine. Ça veut pas dire être puritain, être forcément les règles de bienséance, mon cul sur la commode, mais de le faire d'une façon qui ne manque pas de respect au lecteur, je vais dire ça comme ça, c'est ça, c'est que voilà, il y a respect, enfin, quand on écrit, je trouve qu'il y a le respect du lecteur, comme il dit, avec le plaisir du lecteur, tout ça, s'assurer aussi qu'il y ait cette notion-là.
plus important pour l'auteur qui revendique avec fierté et lucidité son aspect populaire, ce sont les émotions qui vous attrapent quand vous lisez. Je suis totalement d'accord, voilà. Quand j'écris, c'est aussi quelque chose, une chose à laquelle je fais vachement attention. Les émotions que les gens peuvent ressentir et tout ça, c'est super important. Sans succès, Ken Follett le doit donc à ses histoires racontées avec une efficacité et un rythme qui s'apparentent aux séries télévisées, aux scénarios de films. Travaillant tous les jours, parfois le week-end, Ken Follett s'attelle surtout à vérifier que sur chaque page, il y ait quelque chose qui donne envie de la tourner pour découvrir la suivante. La matière de ces milliers de pages, c'est son imagination bien sûr, mais aussi des confidences journalistiques et surtout une riche et solide documentation historique qu'il puise dans les sources écrites. Il y recherche le drame dans l'histoire, ces événements survenus dans le passé qui retiennent son attention parce qu'ils ont été le champ d'une bataille pour la liberté. Voilà. Ah, ça c'est juste sur un audio? Ok. Une question à Ken Follett. Oui, parce que moi je suis très admiratif de l'œuvre de Ken Follett. Sans dévoiler de secret de fabrication, produire, quand on sait que produire un livre déjà de 200 ou 300 pages, ça peut être une énorme souffrance, comment on fait pour écrire 1200 pages? Quelle discipline on doit observer? Est-ce que vous écrivez tous les jours? À quel rythme? Selon quel mode? J'écris tous les jours, normalement. Les week-ends peut-être, ça dépend. Il faut, pour la fiction populaire, il faut que sur chaque page, il y a quelque chose qui fait tourner la page, le lecteur. Et le matin, je me lève, je lis ce que j'ai écrit hier et je me demande, bon, est-ce qu'on va tourner la page ou non? Sinon, à la poubelle. Voilà, à la poubelle. Alors Ken Follett, dans la plupart de vos romans, vous défendez les opprimés, les plus faibles, ceux qui sont condamnés à ne pas pouvoir s'élever socialement. Par exemple, dans Aux portes de l'éternité, vous évoquez la bataille des Noirs américains pour leurs droits civils, comme ce George Jakes, c'est un jeune afro-américain qui deviendra avocat et membre du Congrès, et qui se retrouve dans un bus attaqué par les membres du Ku Klux Klan dans les années 60. Oui, je cherche le drame dans l'histoire. Quel est le drame? Et plusieurs fois, je l'ai trouvé dans une bataille pour la liberté. Au commencement, en 1914, les femmes qui ont cherché le pouvoir de voter. Je suis pas sûre que le commencement soit en 1914. Je pense qu'il y a eu d'autres choses avant. Et qu'il y a eu d'autres combats pour la liberté avant. Parce que à cette époque, il n'y a que 3 pays démocratiques, c'est-à-dire la France, Grande-Bretagne, les États-Unis. Et dans les 3, les femmes ne pouvaient pas voter. Donc ça, c'était une première bataille pour la liberté. Et pendant tout le siècle, j'ai trouvé, je n'ai pas commencé avec cette idée. Ça, c'est devenu le thème de la trilogie, les batailles de la liberté. Et enfin, chose pour moi très touchant, le Civil Rights Era, par les Africains-Américains qui cherchaient la même chose, cherchaient voter. Et enfin, je me suis demandé, quel est le bout, la termination de cette histoire de civil rights? C'était l'élection du président Obama. Et j'ai demandé, j'ai parlé avec John Lewis, qui est vrai personnage, sur l'élection du président Obama. Quel est le bout, la termination de cette histoire de civil rights? Je suis pas sûre que la lutte pour les droits des personnes noires, enfin des Afro-Américains aux États-Unis, s'est achevée avec l'élection d'Obama. Hein. Je suis presque sûre que ça continue encore aujourd'hui parce que ça me paraît encore un peu compliqué là-bas. Mais c'était en 2014. Hein. On peut juste dire qu'il n'est pas forcément visionnaire, qu'il est là pour regarder dans le passé.
c'était l'élection du président Obama. Et j'ai demandé, j'ai parlé avec John Lewis, qui est un vrai personnage sur lequel j'ai basé la personnage fictif de George Jakes. Il était, dans les années 60, il était civil rights protester. Un manifestant pour les droits civiques. Merci. Et aujourd'hui, il est congressman. Il est membre du Congrès. Et je l'ai dit, mais quand Obama était élu, que c'était comment pour vous? Et il dit, j'ai pleuré. Ken Follett, comment travaillez-vous avec vos équipes d'historiens, d'informateurs? Comment vous travaillez avec vos documentalistes? De quelle manière vous travaillez? Il a une équipe d'historiens et de documentalistes. C'est vraiment trop cool. Déjà de 1, c'est trop cool. De 2, c'est vachement... C'est trop cool. En fait, j'ai pas grand chose d'autre à dire, c'est juste trop cool. Et en vrai, j'adorerais pouvoir faire ça. Ça implique d'avoir une équipe. Je fais les recherches moi-même et j'écris un premier jet. Et ça, je montre aux historiens, aux éditeurs. En fait, il a juste des bêta-lecteurs, quoi. C'est juste que ces bêta-lecteurs sont des historiens. À votre femme? Oui, à ma femme. Barbara, qui était une ancienne ministre travailliste. Oui, et ça c'est assez important parce que j'écris des politiciens, des décisions dans le gouvernement et c'est un monde, un milieu qu'elle connaît très très bien. Et aussi des gens aux portes de l'éternité. J'ai des amis qui ont vécu, par exemple, un ami qui était pop star dans les années 60. Un ami, moi j'étais journaliste dans les années 70. J'ai parlé avec une femme qui, à l'âge de 19 ans, était l'œuvre amoureuse de président Kennedy. Donc, quand vous lisez aux portes de l'éternité qu'un personnage fictif était avec président Kennedy, ils font l'amour, je vous assure que les détails sont vrais. Authentiques. Ken Follett est l'invité exceptionnel de France Inter dans Pop Fiction. On a même le petit jingle. On n'a pas eu tout le jingle, mais on a eu un petit peu du jingle. J'apprécie. Ken Follett, vous avez évidemment reconnu. On va continuer à lire parce qu'en plus, je commence à vachement fatiguer et il faut que je reste en forme pour tanker le live de 21h. Donc en vrai, je pense qu'on va se limiter aux artistes de gauche du coup. Donc fresque historique. Le travail littéraire de Ken Follett est surtout réputé pour ses 2 vastes fresques historiques. La première a pour cadre ce Moyen-Âge qui le fascine depuis des décennies. Avec Les Piliers de la Terre écrit en 1989, il acquiert une renommée internationale qui le place au premier rang des écrivains à succès. C'est rien, on va oublier ça. En 2008 et 2017, il donne une suite à ce roman historique avec respectivement Un monde sans fin et Une colonne de feu. Passionné d'histoire, Ken Follett s'attelle à une autre épopée racontant cette fois-ci le XXe siècle. Ce sera la trilogie Le siècle, commencée en 2010 avec La chute des géants qui prend pour cadre la Première Guerre mondiale, puis L'hiver du monde en 2012 racontant la Deuxième Guerre mondiale, et enfin Aux portes de l'éternité en 2014 avec pour toile de fond la guerre froide. Les trois grandes guerres, c'est pas étonnant de résumer, de découper le XXe siècle avec ces conflits-là. Un travail titanesque, ambitieux, qu'il doit beaucoup à sa passion pour Shakespeare, le premier, selon lui, à avoir dépeint l'histoire de tout un siècle, le XVe, à travers ses pièces historiques. Ken Follett raconte les avoir toutes vues en un long week-end de 4 jours au Round Theatre de Londres. Il est très beau ce théâtre.
Peut-être pensez-vous que c'est trop de Shakespeare, mais non, c'était un moment formidable et j'ai vu qu'il était possible de raconter l'histoire d'un siècle entier. S'enthousiasme-t-il au micro de France Inter? Je vais vraiment arrêter parce que mon cerveau il fonctionne plus très bien, je suis désolée. À cette source éminemment classique et universelle, Ken Follett ajoute volontiers celle d'un auteur plus moderne et délicieusement britannique, Ian Fleming, l'auteur des fameux James Bond. Il est épicurien apparemment. Son succès, Ken Follett ne s'en cache pas au micro de Pop Fiction qui lui apporte un grand confort matériel dont il jouit à travers les voyages, les beaux costumes et les bons vins. En homme de gauche dont l'épouse fut ministre de l'égalité des chances au sein du gouvernement travailliste de Gordon Brown, il apprécie par ailleurs le fait de payer beaucoup d'impôts. Ça, c'est un vrai. Ken Follett semble doté de ce caractère à toute épreuve qui fait de lui un éternel optimiste, qui sait prendre la vie du bon côté, avouant ne jamais avoir été concerné par les problèmes de dépression. Bravo, on n'est pas pareil. We are built different. Il ne faut donc pas prendre pour argent comptant le titre de son groupe de musique fondé il y a une vingtaine d'années avec des amis, Damn Right I Got the Blues. L'autre grande passion de Ken Follett après l'écriture, c'est bien la musique. L'auteur à succès y joue de la basse et chante. Cela me détend, confesse-t-il au micro de France Inter. L'exercice de la musique est spontané, le contraire de l'écriture. Je suis pas du même avis. En tout cas, à titre personnel, pour la façon dont ça marche chez moi, mon écriture est très spontanée. Sa pratique de la musique est ancienne et date de son adolescence. Ken Follett s'achète une guitare à 14 ans et ne la quitte plus. Pour lui, c'est comme un premier jouet après une enfance marquée par une éducation austère. D'où Jésus, il est sûr de ne pas avoir connu la dépression. Rigueur puritaine. Qui l'eût cru devant la prodigalité de cet auteur amateur de bonnes choses de la vie? Son enfance est en effet marquée par la rigueur puritaine et protestante de ses parents. Oh, coucou Aiden! J'arrive sur une côte à laquelle je relate de fou. Oui. Oui. Tu parles de quelle côte? La musique, c'est une vibe. Je suis d'accord. J'avoue que pour la créer, genre pour en faire de la musique, c'est un peu plus compliqué pour moi, mais je pense que c'est parce que c'est quelque chose qui est très physique. Genre ça t'implique vraiment physiquement beaucoup plus que l'écriture où c'est que les mains. En général, quand tu joues de la guitare, si t'es assis, tu prends aussi ta jambe. T'as tout le bras qui bouge, l'épaule. Pareil pour la flûte, faut tenir, c'est le poignet, c'est les doigts, c'est le coude, c'est l'épaule et les poumons. Donc c'est très physique au niveau des muscles et au niveau des articulations, ce qui est quelque chose pour moi de moins en moins accessible, malheureusement. Et du coup, c'est pas aussi spontané que je le voudrais. Et je peux pas autant travailler la musique que je le voudrais. Par contre, l'écriture, en général, j'écris toujours de façon très spontanée. J'ai écrit un texte de 35 000 mots, mais je l'ai écrit en one shot. Alors pas en une seule session, genre je m'assois, j'écris et puis je fais les 35 000 mots, mais c'est sûr, je relis un petit peu, je bouge quelques trucs, mais en général, ce que j'écris, ça va être soit très très proche, soit carrément le produit fini. Parce que j'écris vraiment de manière très spontanée. Et ça plaît aux gens, donc tant mieux. Moi, ça me plaît aussi d'écrire comme ça parce que j'aime. Bah ouais, j'aime ce côté spontané. Oh, wow, ok, oui. Non, mais oui, ouais, ouais, ouais. J'ai un souci. Donc ouais, il y a une période où pendant que j'étais dans mes études pour mon DUG, j'ai écrit plus de 150 000 mots, je crois, maintenant. 150 000 mots, alors c'était quasiment que des fanfictions. J'ai un souci. C'était quasiment que des fanfictions, mais voilà, j'ai écrit 150 000 mots en 1 an et demi, je dirais. Voilà. Donc son enfance est en effet marquée par la rigueur puritaine et protestante de ses parents. Nous n'avions pas la télé chez nous. Des fins s'étaient faites d'aller au cinéma. Nous n'avions pas de radio et le rock and roll était tout à fait défendu, considéré comme dangereux. Un cadre austère donc, mais tempéré par l'imagination de sa mère qui lui raconte toutes sortes d'histoires, souvent inspirées de la Bible. Des histoires, des chansons, des poèmes.
Ma mère était très imaginative. Il y avait quand même dans la Bible des histoires incroyables avec Jésus, le diable. Je croyais qu'ils existaient vraiment. Alors j'ai des nouvelles pour toi, Ken Follett. Jésus a existé. Et Jésus n'est pas un personnage de fiction, pour le coup. Le diable, je ne sais pas, mais Jésus, c'est un personnage historique. Aujourd'hui, cela fait bien longtemps que Ken Follett ne croit plus en la réalité des enfers, mais il continue avec un plaisir diabolique à insuffler dans ses écrits le souffle de la grande histoire et des épopées qui font la matrice de l'existence humaine. Bah tant mieux si avec une enfance austère et la rigueur puritaine dans laquelle il a vécu, il n'a pas développé de dépression. Bravo à lui. Mais voilà, Jésus effectivement a existé. À peu près aux dates que l'on pense. Pas exactement, enfin on sait pas exactement pour sûr, mais à peu près. De toute façon, c'est très difficile d'être sûr d'une date dans les études antiques, en général. Une des seules dates qu'on connaît très très bien aussi, c'est les Ides de Mars. J'ai plus l'année, à chaque fois j'oublie l'année. Je suis le pire pour me souvenir des dates, alors que c'est une date que j'adore célébrer sur Tumblr, les Ides de Mars. Donc c'est le 15 mars, c'est 44, c'est bien ce qui me semblait. 33, c'est la bataille d'Actium. Je connais trop de dates de l'Antiquité, du coup je les mélange. J'ai atteint l'autre... vous savez la courbe là qui fait ça? Et ça c'est genre le début des lettres classiques, de l'apprentissage du latin et de l'histoire latine et tout ça. Et là, t'arrives à un point où tu connais assez de choses pour genre être classe et connaître ton sujet. Et après, tu redescends. Plus t'en apprends après, c'est terrible, mais tu confonds tout. En même temps, les Romains nous aident pas. Il y a une partie de l'histoire romaine où t'as 3 Décus. Donc D-E-C-U-S, Décus. T'en as 3. Ils ont le même nom. C'est le grand-père, le père, le fils. Et ils ont fait la même chose dans les mêmes circonstances. Avec des résultats variables. Les 2 premiers ont réussi ce qu'ils ont fait, le troisième, bof. Voilà, voilà. Bon, je comptais... Alors attendez, je vais changer de scène. Hello! Chaque fois, il faut vraiment que je me rappelle que vous êtes là. Coucou. Et je vais enlever ça. Et je vais d'ailleurs vous mettre là, voilà. Bah, l'embrouille. Oui. Oui, l'embrouille. Mais c'est pas pire que d'autres choses, hein. Il y a les royaumes hellénistiques aussi, qui est une vraie tannée à apprendre, que je n'ai toujours pas compris. On a essayé de faire des tableaux avec notre classe. N'allez pas en lettres... Enfin, j'allais dire n'allez pas en lettres classiques. Si, allez en lettres classiques, c'est fun, c'est cool. Allez-y. Mais... Puis comme on a dit, il faut gauchiser le latin. Let's go, gauchisons le latin. Quel enfer. Oui. Oui. C'est terrible. J'ai 2 retours de moi actuellement, c'est très drôle. Donc ouais, je comptais faire un petit peu plus, genre regarder un petit peu plus les archives, mais je fatigue, de 1. De 2, je restream à 21h, donc soyez au rendez-vous. J'adore, c'est vraiment, je ne vous atteins pas, vous êtes trop loin. Donc je stream à 21h et j'ai encore des choses à préparer pour 21h parce qu'on va faire normalement du Lethal Company modé. C'est pas normalement parce que vu qu'on est plus de 4, on doit mettre des mods de toute façon. Donc faut les installer, je ne l'ai jamais fait, je vais devoir le faire après le live. Je devais le faire hier, mais hier ça a été une journée compliquée comme j'ai dit en début de stream. Donc je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire là. Je vais m'hydrater parce que j'ai mal à la gorge à force de parler. C'est terrible, je parle 20 minutes, je suis déjà tout asséchée. Courage avec les mods. Merci. T'as déjà joué avec les mods? Il y a des soucis, il y a des embrouilles qu'il faut que je sache?
D'ailleurs, du coup, j'ai oublié de te demander comment ça va, Aiden. J'étais à fond dans la quote et tout ça et de ce qu'on parlait, mais comment ça va? En vrai, ils ok. Ok, ça va. Il y a quelqu'un qui a fait un tuto normalement sur le serveur de Sid, donc ça devrait aller. Coucou, Returning Crash, comment ça va? Mais j'ai pas joué depuis la mage du site de mode là. Ah! Ah! Donc ça a l'air plus galère maintenant, mais je pense que ça le fait. Bon ben, je vais galérer. C'est pas du tout ce que je fais depuis 3 jours. Je vous jure, hier, si vous m'aviez vu quand j'étais en train de remettre en place mon setup, comment je me suis énervée contre ma light. C'est-à-dire que là, avec mon père, on pense à ingénierer quelque chose pour déjà mettre la caméra et qu'elle puisse être un peu plus face à moi ici. Moyen, et toi, vous faites quoi? Bah là, c'est la fin, enfin, on arrive à la fin du stream parce que je restream à 21h ce soir pour du Lethal Company. Et ça fait qu'une heure et quelques, mais j'ai besoin de me reposer aussi au final. Je suis désolée que ça n'aille pas trop, j'espère que ça ira mieux. Je fais des bisous, voilà. Et ça va, je croule sous le taf et j'ai ma soutenance finale demain, mais on est là. Courage. Merde à toi, Aiden. Courage et plein de soutien. Tu as tout mon soutien. Je suis désolée, j'ai essayé de beaucoup tanker hier et dimanche, et en fait, je tank pas si bien que ça, moralement. J'ai dû avoir un mental breakdown dans les messages privés d'un pote. Enfin, d'un pote. Je sais même pas si je peux considérer que c'est un pote, mais genre d'un gars. C'est encore plus bizarre. Je prends un MDR, je peux pas te dire, mais merci parce que t'as dit merde. Oups. Mais c'est parce que on dit que dire courage, ça apporte la poisse et du coup on dit merde. Arrête de te moquer de moi. Et du coup, Returning Crash, on était en train de regarder des archives de l'INA, principalement sur les artistes de gauche. Euh, Voilà. Donc on a regardé sur les Berruyers Noirs, Ken Follett, Orson Welles. J'ai perdu les noms. Je suis désolée, je suis nulle pour retenir les noms, encore plus en ce moment que je suis fatiguée et tout ça. Oui, c'est ça, mais répondre merci à merde, ça porte malheur à Skip. Ah! Mais il y a trop de trucs qui portent malheur à Skip, hein. Il y en a marre. Marre, marre, marre. Voilà. Moi, ça va, j'ai pas de... Ok, ok, c'est intéressant. Oui, bah si tu veux, tu pourras regarder la rediffusion. Tu pourras me voir galérer en début de stream parce que j'avais mal remis mon setup. J'ai vraiment un setup qui est bancal as fuck. C'est terrible. C'est terrible. J'ai ma light qui tient à peine debout. Je pense que si je tape mon bureau trop fort, elle tombe. Mon nouvel écran qui est calé par des bouts de plainte. De genre plainte pour la maison. J'ai des câbles absolument partout. C'est terrible, c'est horrible. Je suis nulle en cable management. Il n'y a aucun cable management de fait. Si, un peu. J'ai mis, vous savez, les petits fils de fer qu'il y a des fois et qu'on peut récupérer, je sais pas où. J'en avais un de je sais pas où, justement. Et du coup, le câble de ma light et le câble de ma caméra, comme ils sont à peu près au même endroit dans mon setup, je les ai mis ensemble avec ce fil de fer. C'est le seul cable management que j'ai fait. Il y a aussi Daniel Dark et Costa Gavras. Oui, dans les articles que j'avais laissés en ressources. C'est ça. C'est ça. Merci beaucoup Aiden d'ailleurs pour les ressources. Mais du coup, je voulais aussi regarder les autres trucs de gauche, donc la gauche populaire et la gauche politique. Mais je n'ai pas eu le temps. Pas mal pour un mortel. Tu parles du cable management, Returning Crash, ou j'ai raté un truc? Après, enfin, de ce que je sache, on est 3 mortels. Vous deux dans le chat et moi. Et
je vais boire encore. N'oubliez pas de vous hydrater. Du cable management, c'était juste une vanne. D'accord, oui, je m'en doutais. Mais oui, le cable management, je suis pas douée. À la limite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai calé mon hub USB à un endroit un peu plus pratique pour qu'il bouge pas partout. Mais c'est ghetto, hein. Enfin, ghetto, c'est bancal. C'est bancal. Moi, je dois vous laisser, j'ai pas mangé encore. Ah bah oui, va manger. Mais purée, il est 15h25. Cours, vol. De toute façon, je vais bientôt arrêter, donc t'inquiète pas, on va aller. Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un à aller raid. Une autre personne de Sid. Non, je veux lancer Twitch. Hop. Si je regarde là. Oui, on a Malikout qui fait de l'art. Donc on va pouvoir aller raid. Oh, en plus, je crois que il y a un Yel bosse un projet de zine art. Yel ou elle, je crois que c'est elle, ses pronoms. Bon, bref. Moi aussi, je pense que je vais y aller. J'ai examen demain. Je vais éventuellement étudier. C'est une bonne idée. Au plaisir de te revoir, si jamais. Étudie bien. Neru, maybe. Neru est en stream? Parce que je le vois pas sur le tag Sid. Il y a Oamgi aussi, c'est vrai, qui fait Alotera. Mais les gens ont pas toujours mis Sid, visiblement. S'il y a Oamgi qui l'a mis. Mais merci, bonne fin de stream. Des bisous. Oh, merci pour le follow, Rettering Crash. Bienvenue dans l'équipe, dans la team. Ah, peut-être il a oublié le tag. Il avait Front Populaire en tag pour sûr. Ah, je vais chercher le tag Front Populaire alors. En général, j'ai tendance à aller raid les personnes qui ont le moins. Alors, je ne vois toujours pas. Je vais juste chercher Neru directement. Hein. C'est quoi sa chaîne? Si, il est là. Mais visiblement, j'ai pas l'impression qu'il soit en stream en fait. Oui, non, il est pas en stream, ok. Je pense qu'il a dû arrêter Ouais, il a arrêté il y a 15 minutes. RIP. RIP, RIP, RIP. Non, mais on va aller... Mon Dieu, désolé. J'ai eu le son de son stream, enfin de son ancien stream qui est parti d'un coup. Non, non, je pense qu'on va aller... Du coup, j'étais où? Alors, attendez, je sais plus où je suis. Ah! Parce que OMG est à 58 viewers, Malikout est à 13 viewers, donc on va aller... My bad pour le fake news. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas pire que les fake news des médias français actuellement pour les législatives. Non, mais on va aller chez Malikout. Je ne sais pas comment son pseudo se dit, j'espère que je le prononce correctement. Lancer un raid sur une chaîne et on va chercher Malikout. Voilà. Qui parle aussi de la pétition de CID et du CIUP, le corpus d'initiation d'urgence à la politique. On va pouvoir lancer le raid. Je ne connais pas en plus Malikout, donc je vais pouvoir regarder un petit peu. Regarder ça un petit peu. N'hésitez pas à rester pour le raid, hein, c'est toujours sympa pour les stats de la personne qu'on raid. C'est mieux. Voilà. C'est sympathique. Je sais pas d'ailleurs, ça dure combien de temps avant que ça se lance? Parce qu'ils mettent une petite barre, c'est sympa, mais moi j'ai besoin de chiffres. La barre est trop abstraite pour moi. Mais voilà, donc personne qui fait de l'art. Ça a l'air sympathique. En tout cas sur la prévisualisation de Twitch, j'ai pas encore été voir. On va aller voir ensemble de toute façon, je vais venir avec vous dans le raid. Et puis après je vais m'occuper des mods pour Lethal Company. Ce soir, 21h à peu près, je serai peut-être en retard. N'hésitez pas à aller sur les chaînes de Sombwitch, Le Tropper, Reg ou Léa, ou The Pirate Queen, qui participent aussi au Lethal Company et qui normalement seront à l'heure. Moi je ne suis pas encore sûre.
Je serai peut-être en retard, mais j'arriverai quoi qu'il arrive en cours de route ou au début, ou enfin je serai là quoi qu'il arrive quoi. Vers 21h ce soir. Je force un peu avec le ce soir. Et n'hésitez pas aussi à aller là, voilà. La pétition. Vous pouvez aller voir ça. Des bisous.